Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information de ce mercredi, de ce mardi, autant pour moi, sur la télévision Labari. Le numérique se révolutionne à travers le monde avec, bien sûr, l'évolution de la technologie. De nos jours, l'intelligence artificielle se développe. Avec IA, tout est possible. Donc, une pratique qui présente des avantages et des inconvénients. C'est ce que vous allez découvrir dans ce reportage signé Ismaël Boumoun. Je ne suis pas réel, je suis une IA et je peux t'aider à faire la publicité de tes produits. Étape importante dans le développement numérique, l'intelligence artificielle IA et la capacité d'une machine à travers des programmes ou algorithmes imiter l'intelligence humaine, que ce soit pour résoudre un problème, prendre une décision ou analyser des données. Ce système révolutionnaire offre de multiples opportunités. Il y a la possibilité d'utiliser plusieurs sources de données disponibles en ligne pour vous aider à, par exemple, prendre des décisions. Aujourd'hui, avec ces outils-là, on a la possibilité de cartographier certains indicateurs au niveau, par exemple, du Niger, de prendre une décision relativement à des aspects sociaux du Niger. Avec l'IA aussi, on peut améliorer notre défense en termes de sécurité. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'équipements, d'outils de sécurité, notamment les pare-feux, les routeurs qui intègrent ces outils-là d'intelligence artificielle qui nous aident dans la partie défensive. Par exemple, ils permettent de détecter une menace externe ou même interne et de la contrer sans intervention humaine. Aussi, avec cet outil-là, on a la possibilité de gérer un incident automatiquement. Un incident peut intervenir sur votre comment on appelle ça, dans votre réseau et que par exemple, ça peut être de nuit, vous êtes à la maison, l'incident intervient, le temps que vous vous déplacez, si vous devez intervenir manuellement, ça va prendre du temps et ça peut aggraver l'incident. Aujourd'hui, avec les outils IA intégrés dans les outils, dès qu'un incident arrive, il y a la possibilité, si c'est un incident par exemple de premier niveau, deuxième niveau, que ces outils-là les prennent automatiquement en charge. Donc, on gagne en termes de prise en charge d'incidents et de réactivité dans la réponse aux menaces. Aujourd'hui encore, avec l'intelligence artificielle qui est là, nous savons qu'au Niger, il y a certes du retard par rapport à l'usage des technologies parce que les gens, tout simplement, n'ont pas été sensibilisés aux opportunités que cela offre. Mais on constate aussi que de plus en plus, il y a des gens qui sont en train d'être sensibilisés à l'intérieur du pays pour pouvoir, par exemple, faire du digital marketing en utilisant l'IA et puis les solutions technologiques en ligne en se formant localement sans besoin d'aller faire des grandes écoles, etc. Néanmoins, son utilisation par une mauvaise personne, l'IA devient également une menace dont on peut citer la désinformation véhiculée généralement sur les réseaux sociaux, d'où la vigilance doit être de mise afin de déceler les images générées par l'IA. La première solution pour repérer une image réalisée par une IA ou pas, c'est vraiment la méthode traditionnelle, la recherche d'images inversée. Ça fonctionne toujours. Vous mettez la photo dans Google, vous demandez au niveau de l'icône photo, Google vous trouve là où il a vu la photo pour la première fois. Donc déjà, ça vous guide beaucoup. Après, dans le contenu même de la photo, vous pouvez regarder la composition de la photo. Si par exemple, ça vous dit que ce monsieur-là, il est au Niger, par exemple, de par les traits des visages, de par l'environnement que l'IA a créé, vous pouvez savoir si cet environnement-là, c'est un environnement du Niger ou pas. Parce qu'on le dit aussi, parce que ces IA-là n'ont pas été entraînés souvent sur la photographie du Niger. Ils ne connaissent pas bien le Niger. Donc si le monsieur dit cette photo c'est Agadez, alors que derrière tu vois un baobab, tu sais que c'est pas vrai. Et après, il y a tout ce qu'il y a comme signalétique, des panneaux de circulation, nos routes du Niger, on les connaît bien, on est d'accord. Nos plaques d'immatriculation, on les connaît. Les insignes que portent nos militaires, on les connaît très bien. Donc, ces petites précisions, pour le moment, les IA ne savent pas bien générer ça. Donc, si c'est une plaque d'immatriculation, vous allez voir quelque chose vraiment de bricolé, qui n'est pas une plaque du Niger, quoi, mais qui porte quand même un numéro. Si c'est une insigne, elle n'a pas exactement la forme des insignes que porte la police ou d'autres institutions publiques. Donc tout ça, c'est des aspects qui peuvent vous aider. Et il y a vraiment aussi l'environnement, je le disais. Il faut regarder les arbres, les animaux qui sont dans la scène. Est-ce que c'est des animaux qu'on retrouve au Niger ou pas? Malgré que ce soit un système technologique révolutionnaire, l'IA ne comprend pas les émotions ou les contextes humains comme le fait un humain.
Au Niger, elles sont nombreuses, ces femmes et jeunes filles qui utilisent des produits éclaircissants, plus précisément pour le make-up dans le but de se faire plus belle. Malheureusement, cette pratique est contraire aux principes de la religion musulmane. Le reportage est signé Boubacar Ibrahim et Halidou Bourema. Make-up, un terme anglais qui désigne se faire maquiller et qui constitue la nouvelle tendance chez les dames ces dernières années à l'occasion des cérémonies. Également se déguiser, se faire recouvrir de fard, cette nouvelle pratique qui a envahi le monde de femmes est malheureusement faite au détriment des 5 obligations journalières islamiques. En effet, quand elles le fassent, la plupart s'auto-exemptent des prières pendant au moins 24 heures. Toute chose que condamne l'islam qui remet en cause même les substances utilisées. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala pour cette occasion dont il nous a dotés pour pouvoir un peu nous exprimer sur ce phénomène de la vie qui touche aujourd'hui nos femmes, le make-up, ce maquillage qui souvent trompe pas mal d'hommes dans le sens où on le fait pour s'embellir et jusqu'à certains qui vous connaissent peuvent ne même pas vous méconnaître à la fin parce que ça transforme la personne en une autre. C'est vrai que ça fait belle, mais du point de vue islamique, sachant que d'abord, il est interdit à la femme de se maquiller pour sortir, surtout la femme mariée. Si le maquillage doit être fait pour uniquement dehors, cela est interdit islamiquement. Donc on doit se maquiller, se pomponner pour son mari. Maintenant, dans ce cadre donc, islamique, même si on doit se maquiller, l'islam nous enjoint à prier 5 fois par jour dans les conditions que nous connaissons. 5 prières quotidiennes qu'on doit respecter à temps. Un maquillage que tu fais qui t'empêche de faire cela, dès lors devient haram. Une autre chose par rapport au make-up, surtout les substances qui sont utilisées. Du point de vue des ulémas, ces substances-là, on doit s'accorder de la laïcité, que c'est des choses, des substances licites du point de vue islamique qui sont utilisées pour les produits de make-up. Dans le cas où ces substances-là ne sont pas du tout, sont des substances qui sont, comment ça s'appelle, prohibées du point de vue de l'islam, on ne doit même pas, c'est-à-dire dans le sens du haram. Il y a des substances comme la gélatine de porc qui existent dans bien de produits cosmétiques. Donc en ce sens que si la personne utilise ce genre de substances pour faire le make-up, déjà il lui est interdit de toucher à cela. Ari Yakuba appelle par ailleurs à la clairvoyance de ces dames pour se maquiller en se conformant aux obligations religieuses. C'est qu'on a à dire à nos sœurs, à nos femmes qui font ce maquillage et qui prennent toute une journée parce que le coût du maquillage ou le temps que ça a pris, elle ne veut pas le défaire, même pour quelque chose de plus important que la prière, l'acte d'adoration que Allah nous a enjoint. En ce temps-là, je conseillerais à nos sœurs de ne pas aller vers le maquillage. Pour la prière, qui sera le premier acte sur lequel on sera interrogé, on doit sacrifier tout. Quel que soit le temps, quel que soit ce que tu fais, quand il est temps de prière, sauf dans certaines circonstances, on doit répondre à cet appel-là. Il est à noter que les avis des hommes divergent sur la question, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas le maquillage en tant que tel qui est mis en cause. Un mot de santé dans cette édition pour nous intéresser au traitement des maladies à base de plantes, notamment les avancées scientifiques enregistrées par les chercheurs. Dr Douma Soumana, enseignant-chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey, biologiste spécialiste en phytothérapie, va nous expliquer comment on est passé des extraits de plantes aux médicaments de synthèse. On l'écoute. Avec le progrès scientifique,
que l'humanité a progressivement abandonné l'utilisation des plantes au profit donc des molécules de synthèse. Donc cette transition donc, a suivi des étapes. Dans un premier temps, les scientifiques ont réussi à identifier les molécules de synthèse, les molécules qui sont responsables donc des propriétés médicinales des plantes. Ensuite, ils ont essayé avec l'évolution, donc le développement de la chimie organique, à comprendre les mécanismes d'action même de ces molécules actives, de ces molécules, mais aussi à les isoler. C'est vraiment un progrès. Ils ont également réussi donc à créer de nouvelles molécules chimiques similaires aux molécules actives, aux substances actives qui se trouvaient dans les plantes. Ce progrès scientifique a permis la création donc de la pharmacologie, donc la fabrication des médicaments et des médicaments même ciblés, donc des molécules ciblées. Les molécules ciblées, ça veut dire qu'ils ont réussi à créer des molécules pour lesquelles, si un virus est détecté dans l'organisme, des molécules est ingérée, mais ces molécules ne vont chercher que la cible. Donc ça, c'est une grande avancée scientifique. Et cette avancée scientifique a permis donc de comprendre les causes et les mécanismes des maladies, des pathologies, mais aussi a permis de faire des diagnostics précis et de proposer des traitements très efficaces. C'est une grande avancée pour la science. Il se distingue à travers ses compositions instrumentales qui portent sur divers thèmes. C'est le pianiste Mamansani Abdoulaye dont ses chansons continuent à résonner au quotidien au Niger. C'est ce musicien électronique que nous vous ferons découvrir dans ce élément de Nafissatou Yahya sur les images de Chebou Guissou. Très connu du grand public nigérien et d'ailleurs, cette figure emblématique de la culture nigérienne n'est plus à présenter. Il s'agit de Mamansani Abdoulaye. J'ai été professeur de français et d'anglais. J'ai enseigné donc le français et l'anglais dans les années 70. Et ensuite, j'ai travaillé à la Commission nationale pour l'UNESCO. Je m'occupais des clubs UNESCO. Bon, et souvent, j'étais avec les élèves dans les CEG. Et j'ai un peu voyagé à travers le monde à cause de ces réunions de l'UNESCO. Et parallèlement, moi déjà, j'aimais jouer de la musique. Et quand j'étais normalien, je jouais de l'harmonica. Et je suis passé à la guitare. De la guitare, je suis passé à l'orgue, comme on dit. Les gens disent que je suis pianiste, c'est faux, je ne suis pas pianiste. C'est plutôt un musicien électronique qu'on dit maintenant, parce que les claviers que nous avons aujourd'hui, vous les voyez, ils peuvent jouer toutes sortes de sons. C'est des claviers arrangeurs. Donc à l'époque, dans 1979, j'avais une Roadmaster Honda 185. J'ai vu l'annonce, l'ambassadeur du Niger, Abdallah Wafi, qui repose en paix. Il était étudiant à l'université du Bénin. Il a ramené un clavier et il a mis l'annonce dans le Sahel quotidien. Vent orgue électronique à 2 claviers, Orla Compagnon Duo. Ça, c'est le nom du clavier. Donc j'ai vu que vraiment c'est ce qu'il me fallait, parce que de la guitare, pour passer de la guitare au clavier, quand même, j'étais à un séminaire en 1978 avec des Africains. Et l'orchestre Nkasawa de Maradi nous a reçus dans le bar qu'on appelle la Maïkina Loka. On est venu et je leur ai dit, bon, il faut bien qu'on ne va pas se coucher à 8h, 20h. On est parti, j'ai joué, il y avait un Burundais qui m'avait accompagné à l'orgue. Quand j'ai écouté ce qui a été, j'ai dit, mais voilà, c'est ça l'instrument qu'on a fait. Donc en 1979, j'ai vendu ma moto et j'ai acheté le clavier. Quand je partais à Paris, j'ai acheté des petits manuels là, parce qu'en musique, il y a ce qu'on appelle l'harmonisation. Il y a des accords que tu joues avec ta main gauche et la main droite, tu joues la mélodie. C'est ça. Donc je me suis lancé des défis, des chansons que je connaissais dans les années 60, 70, c'est que vous appelez maintenant les chansons oubliées. Bon, si elles étaient oubliées, on n'allait plus en parler. Peut-être les chansons inoubliables. Moi, je les jouais, des morceaux des Américains, du répertoire américain, du répertoire français.
Et les chansons que j'entendais autour de moi, après les festivals ou bien pendant ma tendre enfance, j'ai eu à reprendre ces chansons pour jouer. C'est comme ça que je suis arrivé à cette histoire de clavier, d'Imam Mansani et son orgue. Pour beaucoup, Maman Sani, en plus d'être une icône de la culture nigérienne, représente une source d'inspiration. Aujourd'hui, Maman Sani, grâce à ses pianos, aujourd'hui beaucoup de Nigériens écoutent sa piano parce que ça relève pour moi, c'est comme si c'est notre identité culturelle façon. Et si nous prenons par exemple la majorité des artistes nigériens composent ces chansons, ils modernisent ces chansons pour composer et aussi leurs propres chansons. En tout cas, je l'encourage beaucoup puisque c'est une pensée intérieure qu'il nous relève derrière même. C'est ce que je pense de son art. Je me rappelle bien, il y a une chanson qu'il a composée, je crois bien c'est Niger, mon beau pays, je pense bien. Et il y a aussi une autre chanson qui s'appelle Salamot qu'il a composée. Et aujourd'hui, grâce à ces chansons, puisque d'ailleurs même c'est ça même l'œuvre d'un artiste. Un artiste, il essaye de nous rappeler soit des faits passés, soit il essaye de nous donner une sensibilité, c'est-à-dire quelque chose qui touche au fond de nous-mêmes. On a écouté M. Maman Sani. Elle nous a joué un piano, c'est très exceptionnel. J'ai vraiment apprécié. Depuis même, je le regardais souvent de la télé. Je l'apprécie vraiment. Il me donne envie d'apprendre ou bien il me donne envie de savoir comment jouer le piano là. Comme nous ici, on n'encourage pas ça, on ne connaissait même pas ça. Mais lui, vraiment, ça me plaît, sa façon de faire. Oh, j'aimerais assez qu'il ne soit pas le seul. Il devrait, je ne sais pas, il a fait ça ou bien il n'a même pas fait ça. Il devrait apprendre à d'autres personnes d'être comme lui. Parce qu'avec l'âge, on est tous sur la route de partir, mais lui, il est un peu vieux. Donc, il doit avoir une personne qui doit le remplacer, qui doit être même plus meilleur que lui. Face à la préoccupation de ces jeunes, Maman Sani répond. Bon, la relève, vous savez, c'est délicat. Hein? Les musiciens sont castés chez nous. Quand quelqu'un dit qu'il joue de la musique, on pense qu'il est d'origine de griot. Non, c'est pas ça. Moi, le jour où quelqu'un voudrait connaître mes origines, je vais lui donner mes origines du côté de mes parents paternels, ensuite maternels. Je vais même l'édifier, je vais l'inviter à aller jusqu'à Accra pour aller voir là où mon arrière-grand-père a été chef. Avant Accra, il y avait aussi à chanter. Et du côté du parent maternel, on a quitté le nord de Tchinta pour venir s'installer au bord du fleuve. Dalway et Zigida aujourd'hui sont rive gauche, rive droite. Vous voyez. Donc c'est ça mes origines, mais l'un dans l'autre, je vous dirais qu'il y a le premier professeur de musique du lycée national de Niamey, Jibokando, qu'il repose en paix. À un moment donné, il était même dans le jury du prix d'Angourmou parce que il a fait des études pour la musique. Il a enseigné, mais après, il faisait autre chose. Ça lui a coûté son mariage. Parce que quelqu'un dit, voilà, nous connaissons. Ouais, donc moi, ce n'est pas mon problème de savoir s'il y a une relève ou pas. S'il y a des gens qui jouent, je vais vous donner l'exemple. Il y a Salih Sourabé qui de temps à autre fait des jingles. Il y a Pépé Mabuse, il y a Mensa. Bon, ces noms, ça sonne peut-être pas africain, mais ils sont dans le décor, le paysage culturel du Niger, musical du Niger. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle, disait Amadou Ampateba. Alors, n'est-il pas temps pour la jeunesse nigérienne de s'intéresser à l'apprentissage de cet art pour une conservation de la culture nigérienne? Voilà, et c'est ainsi que se referme cette édition. Monsieur Dama, merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.